Alors, on va commencer notre session aujourd'hui. Du coup, bienvenue dans cette session live, la série Les experts de Clinical Key Now, EMC Psychiatrie. Merci de nous avoir rejoints du coup aujourd'hui, nombreux pour suivre en direct et interagir avec notre intervenant aujourd'hui, Dr Christophe Lemay. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre Bonjour à invitation. tous. Cette session, du coup, est la quatrième session live de plusieurs interventions pendant toute cette année 2025 où nous vous avons proposé une multitude de contenus autour de la santé mentale qui est la priorité gouvernementale de cette année en France. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui, Dr Lemay, dans cette session. Vous êtes donc Merci pour l'invitation. MCU. Merci à vous. Vous êtes donc MCU PH à Brest. Vous êtes responsable des services de détection et d'intervention précoce pour les troubles psychotiques débutants. Vous participez activement au réseau Transition en tant que membre de la task force et vous êtes affilié à l'équipe de recherche que j'ai du mal à lire, que vous voyez sur l'écran, où vous développez vos projets de recherche sur le langage et le risque suicidaire dans les troubles psychotiques débutants. Donc, c'est avec tout ça que vous êtes aujourd'hui donc présent avec nous pour nous parler du sujet du jour, donc les états mentaux à risque. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit d'un article de l'EMC qui est publié sur la plateforme Clinical Key Now et autour de laquelle, du coup, le sujet d'aujourd'hui va tourner, vous être présenté par Dr Lemay. Donc, après cette introduction, Oula. Je vais vous laisser donc entre les mains de Dr Lemay pour les 30, enfin à peu près 30 prochaines minutes. Je vais vous donner la main du coup pour pouvoir partager votre écran et commencer votre intervention. Et entre-temps, j'en profite pour rappeler à nos spectatrices et spectateurs que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez sur votre écran tout au long de la session. Et à la fin de la session, on va essayer de répondre au maximum de questions avec Dr Lemay. Euh, vous Merci pouvez beaucoup. Alors, normalement, j'ai partager. partagé l'écran. Oui, très bien. On voit très bien. Merci et c'est à vous. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation. La thématique du jour, donc, c'est les états mentaux à risque. Je vais, au cours des 20 à 30 minutes à venir, vous présenter un petit peu ce dont il s'agit et je vous invite surtout à poser toutes les questions que vous auriez à la fin. N'hésitez pas. L'idéal, c'est que ça puisse être une discussion si vous avez des questions. Alors, je présenterai rapidement dans quel contexte cette nomenclature des états mentaux à risque s'inscrit, et notamment du changement de paradigme que représente la détection et l'intervention précoce en psychiatrie. Puis quelques mots sur la durée de psychose non traitée, ou duration of untreated psychosis en anglais. Quelques mots sur la phase prodromique. Et puis enfin, comment on fait pour accompagner, dans les services où je travaille, pour accompagner les patients qui présentent un état mental à risque, et notamment comment on fait pour faciliter l'accès aux soins. Alors, je vous disais en introduction, cette nomenclature état mental à risque, ça s'appuie sur un changement de paradigme depuis environ une trentaine d'années concernant la schizophrénie. Et ce changement de paradigme s'appuie sur des constats scientifiques. Le premier étant que ce qu'on a décrit pendant très longtemps comme la bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire le moment inaugural de l'entrée dans la schizophrénie, qu'on appelait bouffée délirante aiguë, et qui était la norme jusqu'à il y a une vingtaine d'années en France, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait à l'époque deux modes d'entrée, le mode insidieux et le mode aigu, avec la bouffée délirante aiguë. Et à partir de plusieurs études scientifiques, on s'est rendu compte que finalement, dans la très grande majorité des cas, c'était la forme insidieuse qui prévalait. Alors c'est Lieberman qui, en premier, a mis en évidence que au moins 70% des formes de schizophrénie débutaient de manière insidieuse. Et puis par la suite, il y a eu une étude dirigée par Hafner, qui est un Allemand, qui s'appelait ABC, Age, Begin and Courses, qui prenait rétrospectivement les années précédant l'entrée dans la pathologie schizophrénique. Et il a mis en évidence rétrospectivement que là aussi, dans plus de 75% des cas, on pouvait identifier avant le déclenchement franc de la pathologie des signes
qu'on a appelé signe prodromique. Alors, c'était un constat rétrospectif. Ce n'était qu'une fois que la pathologie était identifiée, qu'on pouvait repérer que dans les 2 à 5 années qui précédaient l'éclosion de la pathologie, on pouvait repérer des symptômes qui étaient annonciateurs des difficultés à venir. Et c'est ce concept qui est très important, c'est que de manière quasi systématique, avant le déclenchement franc de la pathologie, il y a de manière quasi systématique, dans les années qui précèdent, des symptômes annonciateurs des difficultés qu'on appelle symptômes prodromiques au cours de la phase prodromique. Et je vous montrerai tout à l'heure une diapo. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. On constate donc sur ce graphique, on pourrait dire, après la dernière ligne pointillée, débute ce qu'on appelle la maladie avérée. Et tout ce qui est avant, donc sur la partie gauche du graphique, concerne la phase prodromique, avec, vous pouvez le voir, une évolution des symptômes en intensité, en fréquence et en spécificité. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la phase de maladie ou de pathologie schizophrénique avérée, plus les symptômes sont spécifiques. Donc, on débute de manière quasi systématique, encore une fois, par des symptômes très peu spécifiques, qu'on appelle ici en jaune les symptômes de base, puis des symptômes un peu plus spécifiques, donc qui ont un peu plus l'allure de symptômes psychotiques, qu'on appelle les symptômes psychotiques atténués, puis des moments psychotiques de moins de 7 jours, et enfin, la pathologie psychiatrique avérée. Et donc, c'est les patients qui présentent ces symptômes prodromiques qu'on appelle les patients qui présentent un état mental à risque. Alors, état mental à risque, c'est une traduction littérale de ARMS pour At Risk Mental State. Et en fait, ça regroupe, on pourrait dire, 2 catégories d'individus. Des individus qui présentent des symptômes de base et des individus qui présentent des symptômes psychotiques atténués. Donc, c'est des symptômes qui ne sont pas suffisants ni en intensité ni en fréquence pour qu'on parle de maladie, mais qui néanmoins génèrent souvent une rupture dans le parcours et progressivement deviennent gênants et amènent les patients à rechercher une aide. Parce que ce qu'on sait des patients avant le développement de la pathologie schizophrénique avérée, c'est que dans la très grande majorité des cas, ils ont tous à un moment ou à un autre essayé de trouver une aide, mais qui n'ont pas su trouver, on pourrait dire, la porte d'entrée des soins spécialisés. Et notamment, dans la très grande majorité des cas, ils sont passés chez le médecin généraliste avant pour se plaindre de l'un des symptômes qu'on retrouve à la phase prodromique. Donc on dit de ces patients, avant la décompensation, qu'ils sont souvent en recherche de soins, demandeurs d'aide, et que la symptomatologie qu'ils présentent est le reflet de la pathologie à venir, et que malheureusement, alors même qu'ils identifient qu'il y a des symptômes, qu'ils ont une plainte, qu'ils arrivent dans le système de soins, du fait d'un défaut, on pourrait dire, d'articulation entre la première ligne ou les soins primaires et les soins spécialisés, dans de très nombreux cas, ils sont soit perdus de vue et ne réapparaissent dans le système de soins que bien plus tard, alors que les troubles ont évolué et que la maladie s'est déclenchée, ou alors qu'il y a des ruptures dans le parcours de soins et que si ils se présentent chez le médecin généraliste qui les adresse dans un premier temps au psychologue ou au psychiatre, il y a beaucoup de patients qui ensuite quittent le système de soins. Et donc tout ce qu'on fait dans le courant de la psychiatrie qui s'appelle détection et intervention précoce, c'est essayer d'abord de mieux repérer les patients qui présentent un état mental à risque pour essayer d'identifier ceux qui vont transiter vers la psychose. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui est extrêmement important, c'est que ce n'est pas une trajectoire inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui présentent des symptômes prodromiques, mais tous ne vont pas développer une pathologie psychiatrique grave comme la schizophrénie. Et donc, au sein de cette cohorte de patients qui présentent des symptômes, tout l'enjeu, c'est d'essayer de repérer ceux qui auront le plus besoin de soins, ceux qui vont effectivement développer une pathologie psychiatrique. Parce qu'on a l'espoir, on pourrait dire, qu'une prise en charge rapide permette de modifier la trajectoire psychopathologique. Ça s'appuie sur un deuxième concept qui est la durée de psychose non traitée. Donc si à partir de ce que je vous ai dit, on reprend le cours évolutif de la pathologie schizophrénique, il y aurait donc une phase prémorbide, sans symptômes, puis une phase de 2 à 5 années
qu'on appelle la phase prodromique, où les premiers symptômes apparaissent, évoluent et augmentent graduellement en intensité, en fréquence et en spécificité. Puis, la symptomatologie psychotique franche et avérée, le début de la pathologie. Et enfin, l'évolution avec les phases résiduelles d'évolution de la pathologie. Et donc, la durée de psychose non traitée, c'est la période entre le début de la pathologie psychotique avérée et le début des soins, qui en moyenne désormais est de 1 à 2 ans. Or, on sait que c'est une période vraiment charnière, extrêmement importante pour le devenir, parce que c'est le facteur pronostic majeur d'évolution par la suite pour la pathologie schizophrénique. Ça veut dire que plus la durée de psychose non traitée est courte, meilleure sera l'évolution par la suite, quelle que soit la variable à laquelle on s'intéresse. On peut prendre à peu près n'importe quelle variable d'évolution par la suite. Elle est directement et très très fortement corrélée, beaucoup plus que n'importe quel autre facteur, directement et très fortement corrélée à la durée de psychose non traitée. Plus elle est courte, meilleur sera le pronostic. Les patients passeront moins à l'acte au niveau suicidaire, décéderont moins par suicide, auront des capacités cognitives qui seront plus préservées, auront moins besoin d'hospitalisation. Si une hospitalisation est nécessaire, elle sera moins souvent sous contrainte, elle sera de plus courte durée. Ils auront plus de facilité à prendre un traitement ou à participer au traitement, quel qu'il soit. Ils auront plus de facilité à venir au rendez-vous, ils auront une plus grande insertion socio-professionnelle, une meilleure vie, une vie amoureuse ou sentimentale plus simple, et les relations au sein de la famille seront apaisées. Enfin bref, on peut prendre à peu près n'importe quelle variable d'évolution par la suite. Une fois que la pathologie est déclenchée, elle est très directement et fortement corrélée à la durée de psychose non traitée. Et donc de manière un petit peu basique ou simple, les psychiatres qui ont initié ce courant de détection et d'intervention précoce se sont dit, si il faut que la durée de psychose non traitée soit la plus courte possible, il faudrait essayer de repérer au préalable les patients qui risquent de développer une pathologie psychiatrique avérée comme la schizophrénie, et donc de s'intéresser de manière très importante à la phase prodromique. Donc cette phase prodromique, je vous le disais tout à l'heure, elle évolue en intensité, fréquence et spécificité avec, dans un premier temps, des symptômes très très peu spécifiques, symptômes dépressifs, symptômes anxieux, des symptômes négatifs, et enfin, progressivement, des symptômes positifs qui sont de plus en plus d'allure psychotique. C'est important parce que c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de ces dispositifs de détection et d'intervention précoce, parce que des adolescents qui présentent des symptômes dépressifs, qui présentent des symptômes anxieux, des symptômes négatifs et qui ont une rupture dans leur parcours de soins, c'est très fréquent. Et on ne peut pas, néanmoins pas suivre tous les ados qui présentent des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux dans l'idée qu'ils vont développer une pathologie psychiatrique grave par la suite. Et donc, il faudrait, au sein de cette cohorte des adolescents en souffrance, avoir des outils ou des signes d'alerte qui permettent de repérer ceux pour lesquels une attention supplémentaire va être nécessaire, car ils risquent de développer une pathologie psychiatrique par la suite, et notamment la schizophrénie. Pour ça, on s'appuie sur des outils, et il y a une dimension assez importante, évaluative. Mais alors, évaluative dans un sens plutôt positif, je dirais. C'est-à-dire que l'évaluation, elle fait partie du soin, et elle fait partie, on s'appuie sur l'évaluation pour nouer un lien, apprendre à connaître le patient, apprendre à connaître son entourage, comprendre les forces, les faiblesses, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il vit de manière assez précise. On s'appuie pour ça sur des outils que je vais essayer de vous présenter. Alors, vous l'aurez compris, hein, cette approche-là, où on s'intéresse à la phase prodromique pour essayer de repérer les patients qui vont avoir le plus besoin de soins, elle est très probabiliste, et elle s'appuie sur le repérage de signes ou de symptômes qui seraient annonciateurs de difficultés à venir. Dans un moment de profond remaniement subjectif, ce qui est l'adolescence, et de maturation cérébrale. Alors, on s'appuie, on pourrait dire, sur deux approches ou deux concepts pour essayer de repérer ces patients qui présentent un état mental à risque, les critères ultra haut risque et les symptômes de base. Ces deux approches conceptuellement différentes qui permettent de repérer des signes.
Alors, je vais essayer de vous détailler un petit peu ces 2 approches qui sont vraiment, 2 approches qui sont très différentes, mais assez complémentaires. La première, c'est une approche, critériologique, qui s'appelle l'approche des critères des patients à ultra haut risque. Donc cette approche vise à essayer d'identifier des symptômes assez précis à partir d'un outil qui est la CARMS. Alors la CARMS, c'est une échelle, mais qui en fait est une échelle, support pour un entretien semi-directif assez long, qui dure 1 heure à 2 heures en fonction, de ce que est capable de faire le patient et en fonction de l'intensité ou le nombre de symptômes qu'il présente. Et donc elle explore comme ça, à partir de tout un tas de questions, toute la psychopathologie de l'adolescence, mais aussi toute une dimension très spécifique qui est la symptomatologie psychotique atténuée au cours des 12 derniers mois. L'idée, c'est d'essayer de repérer une rupture dans le fonctionnement ou une rupture dans la trajectoire, neurodéveloppementale, qui était jusque-là plutôt classique, et de repérer des symptômes d'allure psychotique. Et pour ça, il y a des questions très précises, qu'on pose aux patients et qui souvent lui permettent de dire ce qu'il n'a jamais pu dire à quelqu'un d'autre, ou alors d'identifier des choses qu'il vivait, qu'il ne percevait pas comme pathologiques, et qui lui permettent d'identifier comme étant le reflet des difficultés qu'il est en train de vivre. Et cette échelle, elle est associée à une échelle de fonctionnement socio-professionnel, SOFAS, qui permet on pourrait dire, de mesurer un peu le niveau d'insertion socio-professionnelle. Et donc, il y a toujours cette double valence, essayer de repérer des symptômes et essayer de repérer une rupture dans le fonctionnement socio-professionnel. Alors, cette approche critériologique, elle est essentiellement centrée sur la symptomatologie positive, donc tous les symptômes en plus qu'on repère dans la schizophrénie. Et elle permet d'identifier, alors ça c'est peut-être un peu trop spécifique, mais 3 groupes de symptômes. Les patients qui présentent des symptômes psychotiques atténués, les patients qui présentent une vulnérabilité qu'on pourrait dire constitutionnelle ou familiale, et les patients qui présentent des moments psychotiques. Bref, intermittents, limités dans le temps et spontanément résolutifs. Limité dans le temps, ça veut dire moins de 7 jours, et spontanément résolutif, c'est-à-dire que c'est des moments psychotiques où le patient est complètement pris par une activité délirante ou psychotique, mais qu'elle est spontanément résolutive, elle dure quelques heures, parfois quelques jours, moins de 7 jours, et elle est le reflet vraiment d'un très haut risque de développer une pathologie schizophrénique. Alors, quand on utilise ces outils, euh, on peut identifier des patients à risque, et encore une fois, c'est très très important de retenir, parce que on a parfois l'idée que c'est un parcours comme ça inéluctable vers la pathologie schizophrénique. Ce n'est pas du tout le cas. Parmi ces patients qu'on repère comme étant à ultra haut risque, seuls 25% développent effectivement une pathologie schizophrénique 2 ans plus tard, et 33% au bout de 3 ans. La deuxième approche, elle, est beaucoup plus phénoménologique. Alors, elle est plutôt d'inspiration allemande, phénoménologique, et a été développée par Huber. Elle s'attache cette fois au vécu expérientiel. Donc, c'est vraiment une approche phénoménologique. Et elle s'attache au vécu des patients. C'est là aussi, on s'appuie sur une grille d'entretien. C'est l'occasion d'un entretien assez long où on explore le vécu du patient et on s'attache à ce qu'il dit. Et ça veut dire que ce n'est pas une hétéro-évaluation, mais c'est vraiment à partir de ce que le patient identifie comme étant des difficultés ou des signes pathologiques. Et elle explore un peu plus le processus de pensée que le contenu de la pensée. C'est là où on peut essayer d'identifier une désorganisation de la pensée que le patient perçoit beaucoup plus que la symptomatologie positive. Cette échelle qui sert à explorer ce qu'on appelle les symptômes de base, elle s'appelle la SPIA et là aussi elle permet d'identifier 2 groupes de patients. On appelle un groupe COPER et un groupe COGDIS pour Cognitive Disturbance et pour Cognitive Perception. Pardon. Dans un cas, donc les patients qu'on identifie comme étant du groupe COPER, il est surtout intéressant parce que si ce n'est pas le cas, on peut quasiment exclure le risque d'une pathologie. Et c'est les patients qu'on retrouve dans le groupe COG10 qui, eux, sont vraiment le plus à risque de transition vers la schizophrénie. Ce qui est important de retenir, c'est
aussi que l'absence de signes prodromiques à la SPIA exclut quasiment le diagnostic de la schizophrénie. Parce que les symptômes qu'on essaye d'identifier à partir de cette échelle, ils sont très fréquents en population générale. On explore par exemple le sentiment de déjà-vu, un sentiment de pression sur les pensées, un sentiment d'avoir des distorsions dans les perceptions cognitives. On explore comme ça une multitude de symptômes à partir d'une approche phénoménologique. Alors en combinant ces deux approches, on peut essayer d'identifier des patients qui sont à ultra haut risque, encore une fois. Un ultra haut risque de développer une pathologie schizophrénique ne veut pas dire que dans 100% des cas, on va développer une schizophrénie. C'est un risque très important qu'on estime à 25% dans les 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce qu'en fait, c'est bon, très intéressant de pouvoir identifier des patients comme ça qui présentent un risque de développer une pathologie schizophrénique. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, on a développé, alors je dis on parce que c'est à partir du modèle de ce qui a été mis en place à Brest que je vous parle, mais en fait, c'est un mouvement que nous, on a suivi, qui est parti de l'Australie, qui est arrivé un peu plus tardivement en Europe et qui est piloté ici en France par le professeur Krebs et le CEJAD à Paris, dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau Transition. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins. Et une fois qu'on a pu identifier des patients pour lesquels on craint l'évolution vers une pathologie schizophrénique, de leur proposer un suivi qui soit adapté à l'intensité des symptômes, mais surtout qui dure dans le temps. Parce que je vous le disais en introduction, l'écueil principal dans cette population, c'est de ne pas passer des soins primaires aux soins spécialisés et puis de perdre de vue les patients. Donc on est dans une démarche un peu proactive, mais adaptée à l'intensité des difficultés. Donc dans une perspective de déstigmatisation, on propose vraiment des soins spécifiques à une population spécifique dans un lieu spécifique. C'est vraiment les 3 points auxquels on s'attache vraiment. Donc une équipe dédiée, dans des locaux dédiés, adaptés, on pourrait dire, à la population adolescente. Donc à Brest, on est en centre-ville, au sein de l'hôpital général, dans l'idée qu'on doit être le moins stigmatisant possible. C'était très difficile pour les patients d'aller jusqu'à l'hôpital psychiatrique, qui par ailleurs, lui, n'est pas du tout en centre-ville, mais complètement en périphérie. Et donc, on s'est battu, on pourrait dire, pour être au sein de l'hôpital général, en centre-ville, avec des locaux susceptibles de ne pas faire fuir les patients. Et avec des compétences spécifiques, c'est-à-dire qu'on a mis sur pied, avec des financements dédiés, une équipe centrée sur le repérage précoce et une centrée sur l'intervention précoce. Cette activité, elle s'appuie sur un nouveau métier. Alors j'ai mis ça un nouveau métier, mais en fait c'est une nouvelle fonction, on pourrait dire, qu'on appelle case manager et qu'on garde cette nomenclature parce qu'on n'a pas trouvé de terminologie française adaptée. S'il fallait vraiment traduire ça en français, on pourrait dire professionnel référent aux compétences élargies. Donc c'est un infirmier qui aurait des compétences d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé en plus, ou une assistante sociale qui aurait des notions du secteur sanitaire et des soins infirmiers. Donc c'est vraiment essayer d'élargir un petit peu la profession pour qu'il y ait un professionnel référent qui puisse accompagner le jeune tant dans son parcours de soins que dans son parcours de vie. Et ça se fait en articulation avec le soin du secteur, c'est-à-dire qu'on ne vient pas du tout faire tout à la place des équipes qui existent déjà depuis longtemps et qui accueillent déjà ces jeunes en partie. Mais on vient vraiment en appui et surtout, on s'assure qu'ils puissent bénéficier des soins. Vous voyez, si le patient a un rendez-vous au CMP et que c'est pour lui difficile d'aller, ben, on va jusque chez lui, on le prend en voiture, on l'amène jusqu'à son psychiatre, on s'assure qu'il puisse aller à la pharmacie, on s'assure qu'il puisse rencontrer l'infirmière scolaire. Voilà, on l'accompagne pour que les soins qui sont mis en œuvre et qui ont parfois du mal à être effectifs puissent se faire réellement. On s'appuie sur 4 grands principes. Donc, prendre en charge tôt, proposer une prise en charge personnalisée, ne pas exclure les familles et au contraire les intégrer à la prise en charge. Alors, avec toutes les difficultés que ça suppose, c'est-à-dire qu'on accueille les adolescents entre 15 et 25 ans. Donc, une partie d'entre eux sont mineurs, une partie d'entre eux sont majeurs. On fait un effort important pour pouvoir systématiquement associer les familles
avec l'accord des patients et en développant des compétences spécifiques. Très brièvement, on propose donc une évaluation, mais qu'on considère comme faisant vraiment partie du soin et qui sert pour nous à tisser des liens et à initier une relation avec le patient. On s'inscrit dans la durée avec un professionnel référent. On propose des traitements non médicamenteux et lorsque c'est nécessaire, pour les patients qui présentent un état mental à risque, on propose des traitements plutôt symptomatiques et pas de traitement de fond à visée antipsychotique, sauf dans des cas très précis, lorsque le risque est imminent. Et on traite les comorbidités. Je vais m'arrêter là. Je suis disponible pour toutes les questions. N'hésitez pas. Alors, on a déjà une question dans la box Q&R. Je vais commencer par ordre chronologique parce qu'il y en a une question qui a été posée depuis une vingtaine de minutes. L'analyse de réalisation du risque suicidaire retrouve-t-elle très fréquemment des signaux faibles? Absolument. C'est même un sujet de recherche spécifique à Brest. C'est les liens entre risque suicidaire et risque de psychose. Et en fait, on sait que dans 60 à 90% des cas, les patients qui présentent des symptômes et qui sont à la phase prodromique ont eu des idées suicidaires et que dans 35% des cas, il y a eu un passage à l'acte auto-agressif. Donc c'est quasiment consubstantiel, quoi. Le risque suicidaire et le risque de psychose sont très liés. Merci de votre réponse. Du coup, j'ai un autre commentaire dans la box Q&R, mais que je vais vous lire quand même. Par expérience, peu de médecins des adolescents sont informés sur ce processus de vigilance. Je pense que c'est le dernier dont vous aviez parlé. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire là-dessus, si vous... Oui, absolument, parce que je travaille en maison des adolescents. En fait, mon Ah, activité, c'est de travailler en maison des adolescents et dans le centre de détection ou d'intervention précoce. Et c'est vrai qu'il y a peu de liens entre les maisons des adolescents au niveau national et le réseau transition au niveau national. On y travaille, on pourrait dire, mais il y a pas mal de freins parce que on pourrait dire que le cahier des charges des maisons des adolescents fait que les structures sont très variées. Il n'y a pas toujours des médecins, il n'y a pas toujours une valence sanitaire, et donc c'est des liens à travailler. on a d'autres questions du coup sur les conversations. Pourquoi pas de traitement à petite dose? Je pense que ça a un rapport avec ce que vous venez de Ouais, dire tout à l'heure. je Oui. pense que c'est, en ce qui concerne le traitement antipsychotique, on le fait, euh, mais dans des cas très spécifiques, parce qu'en fait, dans les tout premiers temps de la détection de l'intervention précoce, de manière très pragmatique, les Australiens se sont dit au début, ben, si on arrive à identifier une phase prodromique, peut-être que en proposant de manière systématique un traitement antipsychotique à petite dose, on pourrait diminuer le risque de transition. En fait, il y a quand même, c'est des traitements, même à petite dose, qui ont des effets secondaires importants. Il y a plus d'inconvénients à proposer de manière systématique un traitement de fond que de le faire. En fait, on le propose quand le risque est très élevé, donc quand on a le sentiment que la transition est imminente et quand la symptomatologie le justifie. Et une autre question du coup par rapport à la consommation de cannabis, est-ce que cette consommation favorise le passage à la psychose avérée? On considère que c'est un facteur précipitant et donc sur un terrain de vulnérabilité, le cannabis est vraiment un facteur de déclenchement de la pathologie. Euh, ok. Alors je lis dans l'ordre aussi, on a plein de questions. Alors, le traitement antipsychotique n'est donc pas systématiquement appliqué. Quel symptomatique est-il proposé? Quel traitement, j'imagine, symptomatique est-il proposé? Quels sont les symptômes plus ou moins traités les plus fréquemment en général? C'est très fréquent des troubles anxio-dépressifs, Mhm. initialement, et puis progressivement, on propose parfois des neuroleptiques symptomatiques pour des angoisses d'allure psychotique. D'accord. Donc c'est essentiellement anxio-dépressif, troubles du sommeil et ensuite essayer d'apaiser des angoisses d'allure psychotique. Mhm.
Ok, après, du coup, une question par rapport aux signes les plus rencontrés dans la phase prodromique, pardon, entre les symptômes dépressifs et signes négatifs, et peut-être dans la continuité, est-ce qu'il existe des signes précoces au niveau sensoriel et perceptif, pardon. Ouais, absolument, oui. Il y a des signes précoces au niveau sensoriel. On pourrait dire que la phase prodromique, elle se découpe en deux phases. Phase prodromique précoce, phase prodromique tardive. Phase prodromique précoce, c'est plutôt des symptômes anxieux et dépressifs très aspécifiques. Et phase prodromique tardive, c'est plutôt des symptômes d'allure psychotique. Et dans ces symptômes d'allure psychotique, on retrouve à minima, on pourrait dire, tous les symptômes qu'on retrouve dans la schizophrénie. Donc la désorganisation, la symptomatologie positive, la symptomatologie négative J'ai avec des distorsions cognitives, des anomalies perceptuelles, des acoasmes, donc des prémices d'hallucination auditive. Ok, alors dans la continuité de la question de tout à l'heure sur le cannabis, donc en plus du cannabis, quels sont les autres facteurs précipitants? Bon, ils sont aussi nombreux que la symptomatologie, mais les plus connus, on pourrait dire, donc c'est les traumatismes sexuels, notamment agression et viol, agression sexuelle et viol, le cannabis et tous les événements de vie qui peuvent ébranler chez un individu présente une vulnérabilité, on pourrait dire. Ça, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue théorique, la diathèse stress-environnement. Donc, sur un terrain de vulnérabilité constitutionnelle, les facteurs de vie euh, que certains rencontrent et auxquels ils peuvent très bien faire face peuvent entraîner une décompensation chez des individus qui ont une vulnérabilité. D'accord. Alors j'ai une question qui, je pense, ne fait pas forcément partie de votre article, mais est-ce que vous pouvez donner des contacts ou le nom de centre à qui on peut adresser les jeunes patients à risque? Absolument. Si vous allez sur le site du réseau Transition, donc je pense que c'est Santé Psy Jeune, il y a une carte des 72 centres existants en France. Donc le territoire est plutôt bien maillé. Alors la carte n'est pas superposable à la carte des MDA, mais il y a une carte qui existe et qui est à jour, bien renseignée, avec des coordonnées pour joindre les différents centres. C'est Santé Psy Jeune, tout D'accord. attaché. Merci, merci beaucoup. Alors est-ce que du coup on peut prendre une ou deux autres questions ou parce Euh, qu'on dépasse un petit peu le temps là, mais on a quand même beaucoup de questions. je vois que voilà, la carte a été transmise dans Oui, la discussion. les Ok, conversations. très très bien. Ok, parfait. Bon, je pense bon, on va peut-être finir sur une dernière question qui était posée depuis tout à l'heure. Existe-t-il également une phase prodromique chez les jeunes développant les troubles bipolaires? Euh, je dirais oui. En D'accord. fait, j'ai beaucoup parlé de schizophrénie parce que c'est en fait la pathologie qui a vraiment amené à ce type de prise en charge. Mais on sait aussi qu'à la suite d'un premier épisode de psychose, il est très difficile d'identifier ceux qui vont développer une schizophrénie, ceux qui vont développer un trouble thymique ou ceux qui ne vont pas développer de pathologie psychiatrique. Et pour moi, une bonne partie des patients qui présentent un trouble bipolaire euh, font partie de la cohorte des patients dont je vous ai parlé. Et donc, à la suite d'un premier épisode de psychose, développent un trouble psychotique à dimension thymique. Et si ça vous intéresse, les Australiens ont beaucoup travaillé cette question en calquant ce modèle sur les troubles bipolaires. Et donc, de la même manière que, il existe une échelle pour donc la CARMS ou la SPIA pour essayer de repérer la symptomatologie psychotique atténuée, il existe des outils pour essayer de repérer la symptomatologie du trouble bipolaire euh, dans une phase préalable à la décompensation. Ok. Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, Merci à merci à toutes vous. les personnes qui ont posé beaucoup de questions. Ça confirme du coup que votre topo était très intéressant. Donc, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et découvrir tous les contenus du coup, de cette campagne sur la santé mentale de cette année sur le lien que je vais partager dans la discussion. Merci de votre fidélité et surtout aussi merci à vous, Docteur Lemay, d'avoir participé à cette session. Merci pour l'invitation.
Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne Au journée à revoir. tous.